Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire organisé par la CSMF dans le cadre des élections aux URPS. Alors d'abord, je voudrais saluer tous nos participants ce soir et je regardais un peu les différents inscrits. Et je salue ceux qui sont inscrits de loin, en particulier des DOM. Cela témoigne de la richesse de la CSMF. La CSMF est le seul syndicat qui a présenté des listes dans les 2 collèges et dans les 17 régions, c'est-à-dire dans toutes les régions de métropole, d'outre-mer et même de Guyane. Et je les salue, bien évidemment, c'est une satisfaction. Ces listes aux URPS, elles sont marquées par un net rajeunissement et cela montre le dynamisme de la Confédération et par un gros effort. Nous avions souhaité tous aller vers une parité. Je sais qu'il y a beaucoup de listes qui sont paritaires et j'en suis particulièrement satisfait. Il y en a d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Mais quand on regarde au niveau national, en fait, nous avons une composition de médecins femmes et de médecins hommes candidats sur nos listes dans exactement les mêmes proportions que le corps médical libéral. Donc, là aussi, nous pouvons être fiers de notre composition de liste. La campagne, malheureusement, est marquée par un éclatement des forces syndicales qui sollicitent les suffrages des médecins libéraux. La CSMF a décidé de lancer un grand programme de rénovation du plus vieux syndicat médical français, du premier syndicat médical français, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut innover, il faut changer, il faut aller vers un nouveau syndicalisme parce que notre métier lui-même va beaucoup bouger et vous aurez l'occasion de le voir. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des webinaires largement ouverts à tous les médecins qui souhaitaient pouvoir connaître mieux les idées que porte la CSMF, mieux connaître les projets et les orientations que nous avons décidé de mettre. Il y aura 4 webinaires. Le premier ce soir, j'espère que tout se passera bien, on essuie un peu les plâtres de ces nouveaux modes de communication, malheureusement induits par la crise de la Covid-19 et on est obligé bien sûr de réfléchir dans ce contexte-là et des difficultés que nous avons les uns et les autres sur le terrain. Ce premier webinaire de ce soir sera consacré au nouveau statut libéral que nous souhaitons pour le médecin. On parlera indemnité journalière, maternité, retraite, cumul emploi-retraite. J'aborderai aussi les aides de la CNAM dans le cadre de la période Covid, ce fameux dispositif DIPA. Le deuxième webinaire, dans une semaine, et je vous donne rendez-vous, même heure, même chaîne, si j'ose dire, abordera le problème de la rémunération du médecin libéral. Et nous l'avons intitulé « Simplifier pour gagner plus ». Et je vous expliquerai quelles sont nos idées. Le troisième webinaire sera celui de l'innovation. Tout notre programme est marqué par l'innovation, mais particulièrement ce troisième webinaire qui sera centré sur le cabinet 2030. Et nous l'avons intitulé « Soignez mieux, soignez plus en préservant la qualité de vie ». Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il faut investir dans l'innovation pour vendre son entreprise médicale. Et je vous expliquerai un peu quelle est notre vision. Et le quatrième webinaire, qui est un webinaire auquel personnellement je tiens beaucoup, qui là aussi montre l'innovation qui souffle dans cette maison, ce nouveau vent. Ce quatrième webinaire, toujours le mercredi, de 19h à 20h, 20h30 au maximum, sera consacré à la santé environnementale. Nous avons un monde à bâtir. Donc voilà un peu le programme. Ce soir, nous allons parler du statut du médecin libéral et je vous propose qu'on se donne une grosse heure, 1h15, maximum 1h30, parce que je sais, exerçant toujours d'ailleurs, même si c'est très compliqué, je sais comment ça se passe, on est tous fatigués par nos journées de travail, et si on peut rejoindre nos familles à des horaires qui ne soient pas trop tardifs,
c'est quand même bien pour tout le monde, en particulier pour notre vie personnelle, et il faut y penser. Donc, on va essayer de tenir dans ce timing-là. Vous pourrez poser des questions et vous avez un petit indicateur tout à fait à droite dans la barre qui est en bas, qui s'appelle Q et R. Et donc, vous pourrez, dans cette barre, poser des questions. Et Olivier Collin, qui est le directeur de communication de la CSMF, fera un peu le monsieur loyal, l'animateur de ce webinaire. Voilà. Alors, le statut social du médecin, et bien sûr le gros sera consacré à la retraite, mais pas que, va me permettre d'aborder des choses qui ont évolué et qui ont évolué un peu sous la pression des jeunes générations. Et je leur rends hommage parce que c'est vrai que jusqu'à présent, nous avions une tradition de négliger un peu cet aspect-là, mais les choses ont bougé. Les choses ont bougé, en particulier parce que nous avons tout fait pour qu'elles bougent au niveau de la CSMF. On n'a pas été les seuls, mais on a vraiment pris ces problèmes à bras le corps. Alors, sur les congés maternité, vous avez vu qu'il y a eu des éléments qui ont été modifiés. Alors d'abord, vous avez l'allocation de repos maternel qui est une espèce de somme globale pour les médecins libéraux de 3 377 €, qui est versée en 2 fois sans condition de cessation d'activité. Les jeunes femmes médecins qui sont enceintes ont droit à des indemnités journalières de repos maternel dans le cadre du congé légal, donc pendant une durée de 16 semaines. L'indemnité n'est pas très élevée, elle est de 56,35 € ou plus en fonction du nombre d'enfants pendant la durée de ce congé maternité, en sachant qu'il faut qu'elle prenne 8 semaines d'arrêt minimum, dont 2 au minimum avant l'accouchement. Et nous avons obtenu récemment, dans l'avenant 3 de la Convention médicale de 2016, une aide financière complémentaire en cas justement d'interruption de l'activité médicale libérale pour cause de maternité. Et en secteur 1, cette aide complémentaire, elle est de 3 100 € bruts par mois pour une activité médicale libérale de 8 demi-journées ou plus par semaine. Et cette aide est versée pendant la durée d'interruption de l'activité médicale. Donc, elle vient bien sûr en plus du reste. Et la Caisse, avec son idéologie qui vraiment a un côté insupportable, n'a rien trouvé de mieux que de dire que ça sera 3 100 € bruts pour les secteurs 1, mais pour les secteurs 2, ça sera 2 066. C'est quand même attristant de voir combien le raisonnement est petit et mesquin à ce degré-là. Bref, au total, pendant 4 mois d'une grossesse dite normale, entre guillemets, j'ai fait un peu la somme en secteur 1, nos consoeurs qui en bénéficieraient toucheraient au total 5 468 € bruts par mois, ce qui n'est pas des sommes bien évidemment extraordinaires, mais qui constitue quand même une avancée par rapport à ce que nous avions précédemment. Deuxième point très vite sur lequel je voudrais intervenir, c'était là aussi une demande de nos jeunes générations, c'est le problème du premier jour d'arrêt de travail jusqu'au 90e jour qui est couvert par la CAMF, donc cette carence de 90 jours que nous avons en cas d'arrêt de notre activité pour maladie ou autre. Et dans la loi qu'on appelle le PLFSS 2021, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui maintenant est une loi de financement de la sécurité sociale 2021, donc vous voyez que c'est très récent, ce sont des avancées très récentes, donc ça remonte à décembre 2020. Il a été rajouté un article présenté par le gouvernement, et bien entendu avec notre sollicitation et notre accord, pour qu'il y ait mise en place d'indemnités journalières. Alors bien sûr, qui dit indemnité, lorsqu'on tombe malade, dit cotisation, bien évidemment. Ça touchera l'ensemble des professions libérales,
avec une cotisation qui sera gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Pour l'instant, le niveau de cotisation et donc le niveau d'allocation en cas d'arrêt maladie n'a pas encore été déterminé. Ça doit faire l'objet d'un décret et d'une négociation. Bien entendu, ce que nous pensons, parce que nous sommes des libéraux, nous sommes des entrepreneurs libéraux, c'est que ça ne peut être qu'un complément à des assurances complémentaires si vraiment on veut s'assurer un revenu qui soit correct dans cette période-là, mais ça permet de couvrir une éventuelle carence complète d'indemnité. Donc, vous voyez que petit à petit, et c'est le propre du syndicalisme, nous avons réussi à améliorer cette couverture sociale, maternité, indemnité journalière, certes insuffisante, donc nécessité d'une assurance complémentaire certainement, mais c'est déjà quelque chose qui va se mettre en place. Normalement, ça devrait se mettre en place dans les mois qui viennent. Un mot sur ce que nous avons obtenu de la part de la CNAM dans le cadre de l'épidémie du Covid et de l'arrêt d'activité qui a touché toutes les spécialités médicales en mars, avril et même mai, et qui a touché beaucoup moins les cabinets, mais les établissements de soins lors de la deuxième vague et qui aujourd'hui repose un problème, et je vais y venir. Dans ce cas-là, nous avons obtenu de la CNAM qu'elle nous attribue une aide pour compenser la perte d'activité et qu'elle nous paie donc les charges sociales du cabinet. Nous avions demandé 100% des charges sociales, ça nous semblait logique. Pourquoi ? Parce que nous étions victimes de cette épidémie du Covid-19. En plus, c'était particulièrement difficile pour les médecins exerçant en plateau technique lourd, c'est-à-dire l'ensemble du milieu chirurgical, mais aussi pas que, les gastroentérologues qui ne pouvaient plus faire leurs endoscopies, les cardiologues qui étaient très gênés pour développer leur activité lorsqu'elle est en clinique, les pneumologues, etc., etc. Bref, tous ceux qui exercent dans des établissements de soins, puisque les établissements de soins privés étaient réquisitionnés dans le cadre de la Covid-19, quelquefois d'ailleurs de façon excessive, et malheureusement les lits sont restés vides, mais ce n'est pas le débat de ce soir, donc je ne vais pas y revenir. Bref, la CNAM a admis un mécanisme compensatoire pour effectivement nous accompagner dans le paiement des charges, c'est ce qu'on appelait le DIPA, et là aussi ça fait l'objet d'une négociation pour accompagner cela. Nous avons dénoncé l'insuffisance du taux qui a été retenu dans beaucoup de spécialités, en particulier dans les spécialités à plateau technique lourd, et je pense à la radiologie où nous avons tout fait pour obtenir des taux qui soient plus en accord avec ce qui est la réalité sur le terrain. Mais nous avons pu bénéficier, et quelquefois cela représentait des sommes non négligeables, nous avons pu bénéficier de cet accompagnement et c'est une excellente chose. Et je peux vous assurer que la CSMF a passé beaucoup de temps à négocier à l'époque avec Nicolas Revel et toute l'équipe confédérale s'est beaucoup battue sur ce dossier, en particulier sur les aspects techniques, parce que la CSMF est bien connue pour avoir cette dimension d'expertise. Aujourd'hui, se repose le problème dans un certain nombre de cas. D'abord, dans les départements qui sont fortement touchés. Et on va le voir maintenant avec les dispositions qui vont être prises. Alors, je pense en particulier aux Alpes-Maritimes, je pense à la région de Dunkerque, la Moselle, etc. Bref, toutes ces zones qui sont particulièrement touchées, puisque le dispositif doit être réactivé, et il faut absolument qu'il le soit, et il faut qu'il soit élargi. Il faut qu'il soit élargi à des catégories de médecins comme les médecins thermaux. Cela a été obtenu, et je vous l'annonce, puisque nous en avons eu la confirmation par la Caisse nationale d'assurance maladie pour les médecins thermaux jusqu'au 31 décembre 2020, et nous avons demandé que cela soit poursuivi puisque la situation est inchangée pour les médecins thermaux. De même, la catégorie des médecins de montagne doit pouvoir bénéficier de ce DIPA malgré ses imperfections, mais ça sera toujours un accompagnement supplémentaire.
Et cela est aussi absolument indispensable. Nous l'avons redit à la CNAM et nous continuerons à nous battre auprès des ministères concernés pour que personne ne soit oublié. J'en ai fini pour ces points hors retraite, si j'ose dire, parce que je sais bien que c'est au niveau de la retraite qu'il y a le plus de choses à dire et de choses sur lesquelles nous avons été particulièrement offensifs, en particulier dans le cadre de la réforme des retraites. On a des experts excellents à la CSMF. D'ailleurs, c'est reconnu par nos interlocuteurs sans vantardise et sans fausse modestie non plus. Et tout le monde reconnaît, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, mais aussi du département qui s'occupait de la retraite, avec dans un premier temps Jean-Paul Delevoye, et puis après Laurent Pietraszewski, qui a été nommé secrétaire d'État et maintenant rattaché au ministère du Travail. Le degré d'expertise de la CSMF dans ce domaine a été de multiples fois reconnu. Quelquefois même, ils étaient un peu gênés parce qu'on allait dans le détail des mesures et on les a quelquefois désarçonnés. Et ça, c'est une excellente chose parce que quand vous discutez avec les technocrates, il faut malheureusement posséder les dossiers avec autant de détails et de précision qu'eux les possèdent. Et ce n'est pas notre boulot. Et je peux vous assurer que ce n'est pas très simple. Et je salue là l'implication de l'ensemble de l'équipe confédérale et de l'ensemble des experts qui travaillent dans ces domaines qui sont des domaines compliqués. Alors, la retraite du médecin libéral, je vais malheureusement dire un certain nombre de choses que beaucoup d'entre vous connaissent, ou s'ils ne les connaissent pas, en tout cas, je suis sûr que ça les intéressera. Elle comporte plusieurs parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le régime de base. Le régime de base qui est géré dans une caisse globale, la CNAVPL, profession libérale, dans lequel on retrouve tous les professionnels libéraux. On a un taux de cotisation pour ce régime de base qui est à 8,23 du plafond annuel de la sécurité sociale, c'est 40 000 euros, pour faire simple, un petit peu plus maintenant, 41 000. Donc, on cotise à 8,23% jusqu'à 40 000 euros. Je vous donne les taux de cotisation annuels. Et à cette cotisation de 8,23%, qui donne droit à 27 points, mais je passe sur les détails parce que sinon ça va être très long, on a un taux de cotisation supplémentaire, toujours pour le régime de base, à 1,87% jusqu'à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale, c'est-à-dire jusqu'à un revenu qui est grosso modo jusqu'à 200 000 euros. L'âge de départ à taux plein pour ce régime de base, c'est 67 ans, ou, bien entendu, plus tôt, si vous avez tous les trimestres nécessaires. Mais vous avez le taux plein automatiquement, même si vous n'avez pas tous les trimestres à 67 ans, mais pas d'affolement. Cette retraite, ce régime de base, cette partie de la retraite ne représente que 21% de notre retraite. Donc, si vous la prenez un petit peu avant, vous aurez une minoration, mais c'est sur une petite partie. Deuxième partie de la retraite du médecin libéral, c'est ce qu'on appelle le régime complémentaire. Ce régime, c'est celui qui est géré par la CAMF. Alors, quand je dis celui qui est géré par la CAMF, ça veut dire que c'est vraiment la CAMF qui gère non seulement la cotisation, mais les placements et le taux de rendement du régime, ce qui n'est pas le cas pour le régime de base qui dépend de la CNAVPL, et ce qui n'est pas le cas du troisième régime dont je vais parler après, même si vous avez l'impression que vous payez un seul interlocuteur, mais en la matière, l'interlocuteur CAMF ne fait que collecter et redistribuer aux deux autres caisses. Bref, je reviens à mon régime complémentaire, qui est le deuxième élément de notre retraite. Combien on cotise? 9,8% jusqu'à 3,5% plafond annuel de la sécurité sociale. Et cela représente 45% de notre retraite. Donc, c'est le gros de notre retraite. Il est affiché une possibilité de départ à la retraite à 62 ans. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Quand vous refaites les calculs par rapport à avant la réforme pilotée par la CAMF, on a un taux plein qui est à 65 ans et un petit peu plus. Et ce régime CAMF est doté de grosses réserves. Vous avez entendu parler avec la réforme des retraites, je vais y venir tout à l'heure, de la problématique des réserves qu'il y a dans les caisses de retraite de médecins.
Et les réserves sur ce régime complémentaire s'évaluent à 5,75 milliards d'euros. Ça représente pas moins de 6 années de prestations. Donc, vous voyez que c'est beaucoup. C'est donc un régime qui, aujourd'hui, est important pour les médecins. Et bien entendu, il faut le sauvegarder et sauvegarder, bien sûr, nos réserves. Troisième régime, c'est ce qu'on appelle l'ASV. L'ASV qui est, ou que l'on appelle aussi le PCV, qui est un régime qui est conventionnel. Dans l'histoire de la Convention, les médecins ont accepté de rentrer dans un régime conventionnel et donc de perdre leur liberté d'honoraire contre ce régime conventionnel qui est l'ASV. Pourquoi ? Parce que la caisse d'assurance maladie paie 2/3 des cotisations des médecins à ce régime complémentaire ASV lorsqu'ils sont en secteur 1. Bien sûr, en secteur 2, puisque les médecins ont choisi de retrouver leur liberté d'honoraire, la caisse d'assurance maladie ne participe pas à la cotisation à ce régime ASV. Combien c'est ? Alors, vous savez, en France, on ne sait pas faire simple. Si on peut faire compliqué, on essaie de faire compliqué. Et si en plus on peut faire encore plus compliqué, on fait encore plus compliqué. Alors, dans ce régime, vous avez un forfait qui est de 5 253 €. Ça, c'est le taux global. Ça veut dire que les secteurs 1, ils paient 1 751 €. Et en plus, il y a une cotisation proportionnelle dite d'ajustement qui va s'asseoir sur l'ensemble de votre BNC, donc l'ensemble de votre revenu de médecin libéral, jusqu'à 5 passes. Et cette cotisation, on l'a faite un peu varier parce que ce régime était en très mauvaise posture. Aujourd'hui, il est à 3,80% du revenu pour les secteurs 2, ce qui veut dire que pour les secteurs 1, il est effectivement au tiers de cette somme, c'est-à-dire 1,70 et quelques. Le total de ce que nous payons en ASV, ça va représenter 34% de notre retraite. Mais vous avez compris que ce régime ASV, il est vachement intéressant parce qu'en secteur 1, la caisse nous paie 2/3 des cotisations. Donc, on récupère très très vite notre mise, si j'ose dire. L'ensemble de ces régimes, régime de base, régime complémentaire, régime ASV, fonctionne par un système par points. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années qui passent, et en fonction du niveau de votre revenu, vous accumulez des points, et ces points ont une valeur qui sont transformés en retraite au moment où vous partez à la retraite. Voilà comment ça marche, le régime actuel. Et au niveau de l'âge de départ à la retraite, effectivement, nous sommes sur un âge de départ à la retraite à 65 ans, en sachant que, pour le régime complémentaire et ASV, en sachant que si on veut la totalité, il faut aller à 67 ans pour le régime de base. À cela, bien sûr, n'oubliez pas, on a tous été plus ou moins salariés, vous rajoutez la retraite issue du temps salarial. Alors, ça peut se rajouter de deux façons, soit parce qu'à un moment donné, vous n'avez été que salarié, et ça vous donne des trimestres, bien sûr, les trimestres se rajoutent. On ne peut pas, lorsque vous êtes temps partiel hospitalier et médecin libéral, on ne fait pas 2 trimestres à la fois. Ça, ce n'est pas possible. Hein. On n'en fait qu'un. Donc, une année, c'est 4 trimestres. Mais si vous avez été salarié une moitié de l'année et l'autre moitié libéral, ça va effectivement, avec les contraintes du régime salarial et du temps minimum d'activité, ça va vous donner le nombre de trimestres nécessaires. Alors, combien en moyenne, et j'attire votre attention là-dessus parce que c'est quand même pas énorme, combien en moyenne un médecin libéral touche en retraite au total, en moyenne, attention, hein, parce qu'il faut rajouter la retraite salariale parce que tout le monde a un petit peu de retraite salariale dans l'immense majorité des cas. En moyenne, c'est 2 684 € par mois. Vous voyez que ce n'est pas énorme. Et pour le conjoint, en cas de pension de reversion, lorsque le médecin décède, donc il y a une pension de reversion pour le conjoint, en moyenne, c'est 1 159 € par mois. Alors vous allez me dire, on paie beaucoup et on ne touche pas beaucoup quand même. Hein.
ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Dans le monde salarial, la cotisation retraite, c'est la somme de la cotisation du salarié et de l'employeur. Lorsqu'on est médecin libéral, c'est uniquement notre cotisation qui constitue les fonds qui vont demain générer notre retraite. Et bien évidemment, on y rajoute, pour les secteurs 1, la cotisation que donne la sécurité sociale. Alors, quand on regarde les choses comme ça, on essaie de voir, par rapport à une vie professionnelle dans son ensemble, combien on a cotisé et combien on va toucher. Et en réalité, en secteur 1, on récupère ce qu'on a cotisé en 13 années et demie de retraite. Or, on va être optimiste pour une fois, l'âge moyen d'espérance à 65 ans pour les médecins libéraux, c'est 20 ans. Ça veut dire qu'en secteur 1, vous avez, grâce à la cotisation, bien évidemment, de l'assurance maladie, vous cotisez moins que ce que vous allez toucher lorsque vous serez à la retraite. Je parle si on avait transformé les cotisations en capitalisation. C'est comme ça qu'il faut le raisonner. En secteur 2, ce n'est pas si mal, puisque malgré le fait qu'on cotise entièrement, y compris sur l'ASV, on récupère en 18 années et un tout petit peu plus ce qu'on avait mis en cotisation. Et on est à l'abri, dans le cadre d'une retraite par répartition, de tous les aléas boursiers, les aléas immobiliers, etc. Bref, de tout ce qu'on aurait pu faire si on s'était contenté de faire de la capitalisation. Alors bien sûr, pour cette retraite et ce qu'on cotise, il est évident, et je crois que là-dessus il faut être clair, que la retraite doit s'accompagner, et chacun... il y a de l'écho. La retraite doit s'accompagner, et chacun le fait forcément, par capitalisation que chacun doit s'organiser, bien évidemment. Alors, j'en viens à la réforme des retraites parce qu'elle est importante pour nous. Elle est importante et elle nous a beaucoup émus et elle nous a beaucoup mobilisés. Pourquoi ? Parce que beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses dont certaines n'étaient pas forcément justes, mais on a obtenu des avancées. On a obtenu des avancées, pourquoi ? Parce que dans la réforme des retraites, qui est en cours à l'Assemblée nationale, la première lecture a eu lieu, maintenant elle doit être examinée au Sénat, mais j'ai entendu encore Elisabeth Borne ce matin qui disait c'est pas à l'ordre du jour du calendrier social, donc je pense que la crise du Covid-19 a calmé un peu toutes les velléités d'une réforme sur les retraites. Pourtant, elle serait indispensable en France parce qu'on va avoir des problématiques de démographie absolument phénoménaux, puisque nous avons aujourd'hui 1,7 actifs par retraité et les choses vont s'aggraver. Pour les médecins, ce n'est pas beaucoup mieux. On est à 1,63 actifs en janvier 2020 par retraité. Donc, vous voyez que le ratio n'est pas très bon. Et en ce qui concerne la population générale, ça va s'aggraver. Pour les médecins, ça va s'aggraver jusqu'à 2030 et après, ça s'améliore. Donc, on est sur le boom là, jusqu'à 2030. Bref, avec la réforme des retraites pourtant indispensable, nous avions des craintes majeures. Nous avions des craintes majeures que nous continuons à avoir sur nos réserves. On a un engagement du gouvernement de dire les réserves des médecins, pas que des médecins d'ailleurs, en tout cas, les réserves, elles resteront aux professions qui les ont constituées et il y aura un lissage très lent et très progressif. Ça, c'était une de nos revendications. La deuxième revendication que nous avions, c'était à partir du moment où il y a une retraite universelle, une décision politique et sociétale, dont acte, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Si tout le monde est dans le même panier, la SNCF, l'EDF, les libéraux et le régime général des salariés, tout le monde sera dans le même panier. Mais nous avons souhaité qu'il y ait une identification et que nous gardions une autonomie sur la gestion de nos retraites. Ça reste encore à déterminer, mais
la retraite universelle impacterait sur notre retraite parce que nous aurions des taux de cotisation moindres. Et nous nous sommes battus avec le gouvernement de façon à ce que nous sommes partis d'un principe simple. Je dois dire d'ailleurs qu'on était un peu seul au niveau de la CSMF à plaider pour ça, et les autres structures syndicales n'avaient pas tout à fait intégré le risque qu'il y avait. Si on rentrait dans la retraite universelle, et de toute façon ça va être la loi pour tous, Duralex, Sendex, on sera bien obligé de s'y mettre. Si nous rentrons dans la retraite universelle, nous aurions un taux de cotisation qui progressivement baisserait, mais en proportion, un taux de retraite qui nous serait versé beaucoup plus bas. Or, quand nous cotisons, ce sont des charges sociales, ça vient en déduction, et quelque part, par le biais de la déduction, on a le cliquet fiscal. Autrement dit, c'est des périodes où on gagne pas trop mal sa vie, pas assez, bien sûr, mais pas trop mal. Donc, on a intérêt à avoir des charges dans nos cabinets pour se constituer une bonne retraite, dont nous avions obtenu en première lecture, et le gouvernement nous accompagnait sur cette notion-là, que nous puissions rajouter, si la profession le souhaitait, une retraite complémentaire à la retraite universelle, vous voyez où je veux en venir, gérée par les médecins, c'est-à-dire par la CAMF. Entre parenthèses, au passage, on sauve notre propre caisse de retraite. Alors, ils l'ont compris après. Au départ, ils ne voulaient pas, parce qu'ils râlaient contre la retraite universelle, etc. J'aurais dit, écoutez, moi aussi, ça me fait pas plaisir, mais si c'est comme ça, on sera bien obligé de trouver une voie de passage. Donc, c'est une façon de sauver un régime complémentaire spécifique géré par la CAMF sur volonté de la profession. Ça nous permettait, sur une notion simple, basique, même niveau de cotisation qu'actuellement, même niveau de retraite. Et ça, nous avons réussi à l'obtenir de la part du gouvernement, c'est dans le projet de loi de réforme des retraites. Avancée très importante et vraiment à mettre au crédit de la CSMF. Je me souviens d'une réunion que nous avions avec Jean-Luc Izard et Laurent Pietard-Seski, le secrétaire d'État. Il y avait l'ensemble des syndicats médicaux et on a exposé tout ça et on s'est battu là-dessus. Au départ, on n'était pas suivi et puis à la fin de la réunion, il y a les deux responsables retraite d'autres syndicats, je ne dirais pas lesquels, qui sont venus me voir, qui sont venus nous voir, la délégation CFCMF, en nous disant mais effectivement, il faut qu'on réfléchisse à ça parce que c'est probablement ça qu'il faut faire. Et donc, c'est vrai qu'on était très satisfait d'avoir obtenu ça. La deuxième chose sur laquelle on s'est beaucoup battu, et je suis sûr qu'il y aura des questions là-dessus, c'est la problématique du cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, c'est un petit scandale. Qu'est-ce qui est un petit scandale? Vous prenez votre retraite, à 65 ans par exemple, et vous décidez de cumuler avec une activité libérale. Très bien. Vous allez, lorsque vous êtes en cumul emploi-retraite, toucher votre retraite. C'est le principe de la retraite par répartition qui est payée par les actifs, mais comble de la schizophrénie, vous êtes vous-même actif. Donc, vous payez une cotisation. Puisque vous êtes actif, vous payez une cotisation. Dans le cas d'un régime par répartition, la logique, elle est implacable. Les actifs, ils paient pour le retraité. Si vous êtes à la fois actif et retraité, ben vous touchez d'un côté, vous payez de l'autre. Jusqu'à là, on peut comprendre le concept. Mais une fois qu'on a compris le concept, on se dit, mais attendez, les caisses de retraite, elles encaissent nos cotisations parce qu'on est actif, mais elles ne nous donnent aucun droit. Et ça, c'est absolument inacceptable. Et donc, on a expliqué ça de multiples fois au pôle retraite du ministère, puis à Laurent Pietard-Seski, au secrétaire d'État. Et à force d'argumenter et de dialoguer, ils nous ont dit, oui, effectivement, il y a une difficulté, on comprend l'argument et on est d'accord, on va faire un amendement au projet de loi. Et il y a eu un amendement gouvernemental qui a été fortement impulsé par notre action pour que lorsqu'on est en cumul emploi-retraite, on puisse toucher notre retraite. Et lorsque on cotise dans cette période-là, ça génère des points. Alors, comment ça va se passer? C'est simplement, vous liquidez votre retraite à 65 ans, vous aurez une retraite à un montant X, vous continuez
à travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. La moyenne des médecins libéraux, c'est 2 ans et demi. Pendant ces 2 ans et demi, vous allez cotiser. Et au bout de 2 ans et demi, vous allez dire « Stop, moi, j'arrête, je plie, j'en ai marre, très bien, repos bien mérité ». Et donc, vous liquidez une deuxième fois votre retraite. Et donc, vous aurez la retraite X que vous touchez depuis l'âge de 65 ans, auquel se rajoutera un petit supplément Y correspondant à la cotisation pendant ces 2 ans et demi. Voilà. Cette avancée-là, et je dois dire que vraiment, il est à mettre à notre crédit parce que c'est quelque chose sur lequel on s'est beaucoup battu et j'espère que nous arriverons à l'obtenir rapidement. On avait l'engagement du gouvernement d'une mise en place au 1er janvier 2022. C'est pas loin, le 1er janvier 2022. Je vais remonter au créneau pour qu'on puisse obtenir cela, même si la réforme des retraites tombe dans les limbes. Alors, on a un argument qui est celui de la démographie médicale et de la réponse aux besoins de la population. Et notre projet pour demain, c'est bien sûr obtenir cette disposition, mais surtout obtenir une proportionnalité des cotisations lorsqu'on est en cumul emploi-retraite, de façon à ce que même si on a une petite activité, et ceux qui sont dans cette situation comprennent ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une petite activité inférieure à un PASS, et plus elle est petite, plus vous êtes pénalisé, vous avez un taux de cotisation qui est proportionnellement beaucoup plus élevé. Et donc ça, c'est extrêmement pénalisant. Il faut absolument qu'on ait un travail en retraite en toute liberté, de façon à ce que ça soit strictement proportionnel à votre chiffre d'affaires. Il y a un dispositif qui a été mis en place pour les remplaçants, qui n'est pas inintéressant. C'est un taux forfaitaire de 13%, toute cotisation sociale. Et dans le cas du cumul emploi-retraite, il faudrait qu'on arrive à mettre en place quelque chose d'un peu équivalent, de façon à ce qu'on puisse bénéficier d'un taux un peu réduit, puisqu'on a déjà suffisamment cotisé toute notre vie en termes de cotisation sociale. Voilà. Donc voilà un peu où on en est sur la retraite et ce que nous portons. Valoriser le cumul emploi-retraite, mais sous forme d'un travail en toute liberté, avec cette proportionnalité des charges strictement au chiffre d'affaires de chacun d'entre nous. Voilà, sur la retraite et sur le statut social que je voulais aborder ce soir. J'ai été un peu bavard, mais ça va laisser la place à un certain nombre de questions. Je vais laisser Olivier Collin manager ça, parce que pour moi, c'est un petit peu compliqué. Olivier, est-ce qu'il y a des questions et est-ce que je peux répondre à des questions sur ce problème du statut social? Bonsoir Jean-Paul Ortiz, bonsoir à tous. Je vous laisse vous désaltérer, c'est bien mérité. Première question de la Réunion. Est-ce que le DIPA va-t-il s'appliquer aux médecins de Lille qui sont actuellement touchés par la déprogrammation? Alors, le problème du DIPA pour l'instant, c'est qu'il va falloir le réactiver, puisqu'il s'arrête au 31 décembre 2020. Et avec la situation actuelle, nous en avons parlé pas plus tard qu'hier à Thomas Fathomme, et ça demande une disposition ministérielle, il faut que ça soit tranché. Mais bien sûr, je suis assez optimiste là-dessus. À partir du moment où il y a une déprogrammation, il y a quelque part une réquisition de notre outil de travail, c'est sur cet argument-là que nous l'avions obtenu. Je pense qu'on devrait arriver à l'obtenir, bien sûr pour les médecins de la Réunion, mais probablement aussi pour d'autres départements qui malheureusement sont touchés aujourd'hui, et on va voir comment ça évolue. Une autre question à propos de la CAMF. Oui. Quelques médecins trouvent que la CAMF n'a pas été très généreuse avec les médecins libéraux pendant la crise de la Covid. Comment les obliger à être plus solidaires dans le cas où il y aura une autre crise sanitaire? Alors effectivement, nous l'avons dénoncé nous-mêmes au niveau de la CAMF.
J'avais plaidé au nom de vous tous, de la CSMF, auprès de la CAMF, sur l'argument des réserves. Attendez, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, la CAMF sur le régime complémentaire, elle a 6 années de prestations en réserve. Quelque part, pendant la Covid, qui est des mécanismes de dispense de cotisation, qui est des mécanismes, la CAMF a aussi dans ses réserves une caisse de solidarité qui est dotée d'un certain nombre de millions, je n'ai plus le chiffre en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est très significatif. C'est plusieurs dizaines de millions d'une caisse qui était destinée à des indemnités en matière de solidarité. Je pense qu'on aurait pu mobiliser beaucoup plus que ce qu'on a fait au niveau de la CAMF. Je vous rappelle qu'au niveau des réserves de la CAMF, là aussi, on fera tout pour être vigilant. Vous savez, les paroles des politiques n'engagent que ceux qui les écoutent. Moi, sur la gestion des réserves de la CAMF, je suis très, très, très vigilant et il faudra qu'on soit tous extrêmement solidaires en cas de danger sur ces réserves. Mais je pense que le gouvernement, il se verrait bien en prendre une partie. Donc, je pense qu'on aurait pu les utiliser pour les médecins dans le cas de la crise du Covid beaucoup plus largement que ce qu'on a fait. Alors, une question sur l'impact de la réforme des retraites sur l'ASV. Alors, normalement, à partir du moment où on est dans un régime de retraite universelle, tout est fondu dans le même régime. C'est-à-dire que les 3 régimes actuels seraient progressivement fondus dans un seul et même régime qui est celui de la retraite universelle. Sauf que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous aurons un taux de cotisation qui sera globalement et en moyenne inférieur. Et c'est ce différentiel de cotisation entre aujourd'hui et ce que l'on aurait avec la retraite universelle que nous souhaiterions et que nous avons obtenu de pouvoir maintenir, parce que sinon on va se retrouver avec une retraite ridicule. Attendez, vous avez vu ce qu'on va avoir, ce qu'on a aujourd'hui. Si en plus on baisse, parce que c'est un jeu, ce qui rentre d'un côté sort de l'autre. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc, si on cotise moins, on va toucher encore moins. Alors, quand moi je vois qu'un médecin libéral, en moyenne, il touche 2 684 € par mois, je trouve que c'est quand même, c'est pas énorme. Hein. Donc, imaginez qu'on baisse notre niveau de cotisation, on va toucher encore moins. Donc, on a dit, attendez, non, nous, on ne veut pas forcément baisser. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. On n'est pas la seule profession qui ne veut pas baisser. Les chirurgiens dentistes sont exactement dans la même problématique. Les pharmaciens ont une problématique un peu différente. Mais il y a des professions qui sont dans cette logique-là. Et on voit bien qu'on a nécessité de maintenir un niveau de retraite. Sinon, on va perdre en retraite. Alors, pour l'ASV, ça sera fondu dans la retraite universelle. Et bien entendu, immédiatement, j'ai dit, mais attendez, mais l'ASV, il n'y a pas que nous qui cotisons pour l'ASV, il y a la caisse aussi qui cotise. Ah non, mais la caisse continuera à abonder la part qu'elle prend en charge aujourd'hui dans les mêmes conditions dans la retraite universelle. Alors là aussi, on était monté au créneau, on avait dit, attendez, si ce n'est pas ça, c'est la fin du contrat conventionnel. À ce moment-là, on reprend notre liberté d'honoraire. Non, il n'y a pas de souci. La caisse d'assurance maladie versera à la retraite universelle l'équivalent de ce qu'elle verse aujourd'hui pour notre retraite. C'est l'engagement et c'est comme ça que ça doit se faire. Reste, parce que je me méfie avec les technocrates, la mise en place très concrète de ce dispositif va nécessiter une grosse dimension d'expertise et il faudra là aussi être extrêmement vigilant parce que je ne voudrais pas qu'au passage, on se fasse grignoter une partie de la participation de la caisse. Je vais vous donner un exemple. L'ASV, dans la cotisation, il y a 2 parties. Une cotisation forfaitaire, une cotisation qui est cette cotisation d'ajustement proportionnel qui va jusqu'à 5 passes. Le niveau de cette cotisation
a été progressivement augmenté au fil des années parce qu'on ne cotisait pas assez à l'ASV et le régime était en déficit technique. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de quoi payer la part ASV pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il a fallu se battre avec le gouvernement pour que chaque fois qu'il y a eu une négociation conventionnelle, on ait l'engagement que la Caisse mettait au pot à l'occasion de l'augmentation de cette cotisation proportionnelle. Deux cas que j'ai personnellement vécu, l'ouverture de la négociation 2015 avec Marisol Touraine à l'époque. Je vous rappelle quand même que la cotisation 2016 qu'on n'a pas signée, c'était la convention 2016 qu'on n'a pas signée, c'était la convention de Marisol Touraine. Pour ouvrir les négociations conventionnelles, il a fallu aller au bras de fer avec Marisol Touraine, qui s'est engagée par écrit à ce que l'augmentation de la cotisation, qui est aujourd'hui à 3,8%, elle était à 3,2% à l'époque, continue à être prise en charge aux 2/3 par la Caisse, y compris avec les augmentations à venir. Et c'est par un courrier ministériel que nous avons accepté à ce moment-là d'ouvrir les négociations conventionnelles, sinon on ne voulait pas les ouvrir. Et chaque fois, c'est le même problème. Et là, avec la dernière augmentation de la cotisation proportionnelle, il a fallu, là aussi, taper du poing sur la table. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant, y compris sur ces aspects très techniques. Alors, une autre question sur l'ASV. Y a-t-il un lien entre l'ASV et l'Optam ? Alors, il y a un lien avec l'ASV et l'Optam sur la prise en charge des cotisations, la participation de la CNAM. En secteur 1, la CNAM prend en charge les 2/3 de la cotisation ASV sur le BNC, sur nos revenus issus des revenus conventionnels. En secteur 2, ça n'est pas le cas. L'Optam, qui est une espèce de situation un peu intermédiaire, tous les actes, toute la partie d'activité qui est faite en tarif opposable fait l'objet d'une prise en charge de la cotisation ASV aux 2/3 par la CNAM, ce qui permet effectivement d'accompagner le médecin dans son effort. Alors, une double question encore sur la retraite. Est-ce que le montant de la retraite est proportionnel au BNC, donc aux cotisations ? Et puis, une deuxième question du même participant. Est-ce qu'on doit prendre un expert pour liquider notre demande de retraite ? Et j'en déduis une troisième question. Est-ce que la CSMF peut répondre à cette attente ? Alors, est-ce que le montant de la retraite est proportionnel au BNC ? En grande partie, oui, mais il y a une partie qui est au-delà du plafond, mais ça touche quand même des niveaux d'honoraires qui sont très élevés. C'est au-delà de 5 passes. Donc, en gros, pour faire simple, bien sûr, plus on a un BNC élevé, plus on aura une retraite élevée, bien évidemment, heureusement, parce que quand on a un BNC élevé, on cotise beaucoup plus. D'autres pays européens, par exemple, ont un système qui est un peu différent, c'est-à-dire que la cotisation, elle est capée, vous cotisez au maximum pour tant, mais votre retraite, elle est aussi capée. En France, ce n'est pas le cas, en tout cas pour les médecins. Alors, c'est compliqué parce que ça dépend des morceaux de la retraite que l'on considère. Sur le régime de base, vous avez vu que nous avons une grosse partie sur un pass. C'est pour ça que ça représente une partie un peu plus faible dans notre retraite. Bref, oui, il y a une proportionnalité qui n'est pas tout à fait linéaire, mais il y a une proportionnalité tout à fait. Est-ce qu'on doit prendre un expert pour liquider notre demande de retraite ? Écoutez, je pense que de ce point de vue-là, les dispositifs à la fois gouvernementaux et de la CAMF sont assez bien foutus d'une façon générale. Et alors, il faut s'y intéresser. Alors, si effectivement, vous avez une comment il disait, le ministre qui a démissionné là, si vous avez une phobie administrative, vous allez avoir du mal à liquider votre retraite et à faire toute la paperasserie qui est nécessaire. Néanmoins, c'est quand même à la hauteur d'un médecin libéral qui prend sa retraite.
Je sais qu'il y a des officines qui vont prendre un peu d'argent pour faire ça. Et puis, vous avez un certain nombre d'éléments sur lesquels la CSMF vous accompagnera. Nous avons un excellent guide pour la retraite qui est à disposition de tous nos adhérents et qui est très bien fait. Ce que je vous ai raconté là en digeste et en très court, c'est bien fait, c'est bien détaillé et franchement, ça vaut le coup parce que ça vous explique bien comment tout ça fonctionne. Voilà. Donc oui, la CSMF vous accompagne avec ce guide remarquablement bien fait, en sachant que chacun est un cas individuel, et ça, c'est en fonction de vos revenus, de ce que vous avez cotisé, des années de cotisation, que vous trouverez les meilleures réponses. Et je crois que c'est probablement auprès de la CAMP que vous arriverez à trouver ces réponses-là. Alors, une question qui a trait au cumul emploi-retraite. Mettre en place une proportionnalité des cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires, c'est une proposition qui me plaît. Avez-vous déjà testé l'idée auprès du gouvernement? Oui, mais pour l'instant, on n'est pas tout à fait… vous savez, le syndicalisme, c'est un combat de longue haleine. On grignote pas à pas. On vient de grignoter, si j'ose dire, que la cotisation en cumul génère un avantage, ce qui n'était pas le cas avant. Mais chaque fois, c'est des avancées. Donc, je ne désespère pas qu'on y arrive parce que je crois que on a un argument quand même. Hein. On a une carte maîtresse dans notre jeu, c'est celui de la démographie médicale. Et le gouvernement est très sensible à l'accès aux soins. Donc aujourd'hui, ils ont bien compris qu'un médecin, vous savez, c'est le calcul que moi je leur fais. Je leur dis, écoutez, si vous avez un médecin qui travaille ne serait-ce qu'une à 2 journées par semaine, c'est pas beaucoup, hein, mais vous en avez 3 qui font ça, ça vous fait un temps plein. Et aujourd'hui, on a besoin de médecins. Et si on peut soutenir les courageux médecins qui ne prennent pas, qui n'arrêtent pas leur activité à 65 ans tout en prenant leur retraite et qui sont prêts à donner un coup de main et qui sont prêts alors qu'ils sont éreintés par les années de travail, par les gardes, par la lourdeur du métier, par le stress, par le engagement professionnel. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour un médecin vis-à-vis de ses proches de dire non, non, je vais encore continuer un petit peu à travailler 1 ou 2 jours par semaine? Excusez-moi, mais franchement, la société leur doit une reconnaissance à ces valeureux médecins qui s'engagent là-dedans. Et je suis bien placé pour connaître ce type de situation. Franchement, oui, c'est un soutien que la nation doit faire et arriver à ce qu'on ait cette proportionnalité. On travaille très, très peu, on cotise très peu. Et inversement, si on travaille beaucoup en cumul, on cotise un peu plus. Ça me semble la moindre des choses. Et la démographie et la réponse aux besoins de la population doit nous aider en termes d'arguments. J'espère qu'on va y arriver, mais ça fait partie des chantiers et du visage qu'on veut donner au nouveau statut du médecin libéral. Jean-Paul Ortiz, une question d'un participant qui semble être bien informé. Le ministère du Travail et de la Retraite, contacté fin 2020 par l'UNAPL, aurait indiqué que le sujet du complément emploi-retraite et de la disparition des cotisations sans droit au 1er janvier 2022 n'était plus à l'ordre du jour. Avez-vous des informations? Ben oui, c'est ce que je disais à l'instant, c'est contenu dans le projet de loi en première lecture. Et on a bien vu que la Covid a décalé cette réforme pour la retraite. Alors, on va faire un peu de politique fiction. On sent bien que d'ici l'élection présidentielle de 2022, on ne va plus parler de réforme pour la retraite. Donc, il va falloir réattaquer ce dossier parce que c'est un dossier fondamental pour les Français, pour les citoyens français, parce qu'on va avoir un vrai problème démographique. Je regardais les âges. En 2050, on ne sera plus qu'à 1,5 actif pour un retraité. On va avoir un problème d'âge de retraite, de niveau de cotisation, de niveau de pension qui va être phénoménal. Donc, à un moment donné, il faudra bien que la société française prenne les choses en main. Or, et c'est là où j'en viens à la réponse très précise à ce que vous disiez, en 2022 ou début 2023, quand on va remettre sur le métier l'ouvrage de la réforme des retraites,
la situation économique va être très difficile. Donc, je pense que la discussion va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus ardue. Et les acquis, que moi je considère comme des acquis dans la première lecture de la réforme des retraites, risquent d'être remis en cause. En tout cas, ils sont remis en cause dans le temps, ça c'est clair. On nous l'avait promis pour le 1er janvier 2022, nous ne l'aurons pas au 1er janvier 2022, à moins qu'on arrive à faire pression de façon suffisamment intense, mais ça me semble compliqué. Alors, une question sur les fameuses réserves que vous avez évoquées tout à l'heure, qui ont été accumulées par les médecins dans leur caisse de retraite. Si la réforme devait spolier ces réserves, que fera la CSMF? Écoutez, moi, je pense que je ne peux pas imaginer cette situation-là, parce que cet argent, il appartient aux médecins. Et il doit revenir aux médecins. Je crois qu'on ne peut pas imaginer autre chose. Et bien évidemment, si le gouvernement voulait toucher aux réserves que les médecins ont constituées, je suis sûr que ça ferait l'objet d'une levée du bouclier et d'une unité de toute la profession contre ça. Et je pense qu'à ce moment-là, nous n'hésiterons pas, bien sûr, à solliciter l'ensemble de la profession et non seulement la solliciter, mais à rentrer dans un conflit durable avec le gouvernement. Et ça peut aller, bien évidemment, aux formes de conflits les plus dures qu'il peut y avoir et qu'on a connues dans le passé. Les médecins, ils savent faire ça. Hein. Ils savent faire grève, ils savent fermer leur cabinet, ils savent vraiment. Je pense que ça serait du vol ça serait ressenti comme un vol de la profession, dont je pense que j'ai du mal à travailler sur cette idée-là, même si je sais qu'il y a un danger, je sais qu'il va falloir être extrêmement vigilant, mais je sais aussi que la profession se lèvera de façon extrêmement forte, et en tout cas nous ferons tout pour que nous rentrions dans une guerre majeure. C'est la bombe atomique, ça. Alors, j'ai un participant qui lance un appel à l'adhésion. Il dit, vous allez certainement rebondir là-dessus, il dit il faut adhérer au syndicat national des médecins concernés par la retraite, dont les membres sont des anciens adhérents, ou encore à la CSMF. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un excellent syndicat. Alors, c'est un excellent syndicat qui est notre syndicat expertal, si j'ose dire, dans ce dossier-là. Il est présidé par notre ami le docteur Yves Decalf, que beaucoup d'entre vous et d'entre nous connaissent. Et il a une dimension de connaissance de ce dossier qui est absolument extraordinaire. Et les médecins qui aujourd'hui travaillent sur ce dossier, comme Stéphane Landé, moi-même, etc., on a beaucoup travaillé avec Yves Decalf. Et je dois dire qu'en la matière, je le dis tout à fait modestement, c'est notre maître, parce qu'il a une connaissance de ce dossier absolument extraordinaire, et qui est reconnu d'ailleurs, qui est même reconnu, et je vais vous raconter une anecdote parce que de temps en temps, il faut se faire plaisir. Hein. Lorsque il y a eu des réunions de consultation avec Jean-Paul Delevoye et son équipe sur la réforme des retraites, il y avait donc les syndicats seniors et il y a eu des réunions où ils ont invité les jeunes et les représentants des jeunes médecins. Et à un moment donné, il y a eu une réunion, une bilatérale entre l'équipe de Jean-Paul Delevoye puis Laurent Kricafeski et les représentants des jeunes, sans les seniors, et le principal syndicat d'internes a proposé d'être accompagné par un expert. Et Laurent Pietafeski, non, c'était Jean-Luc Izard qui était le directeur de cabinet, a accepté qu'un expert accompagne les jeunes. Et qu'ont fait les jeunes? Ils ont demandé à la CSMF qu'un expert les accompagne dans le dialogue qu'ils allaient avoir sur la retraite du médecin libéral demain. Et c'est, pour ne pas le nommer,
même s'il se cache modestement quelque part. C'est Stéphane Landé qui connaît parfaitement le dossier, qui m'accompagne dans toutes les réunions sur la retraite. Quelquefois, Île-de-Cal vient aussi avec nous, à qui j'ai demandé d'accompagner les jeunes pour cette réunion avec Laurent Pietraszewski sur Jean-Luc Isard, plus exactement, sur la retraite. Donc, vous voyez que la dimension d'expertise du Syndicat national des médecins concernés par la retraite, elle est vraiment reconnue par beaucoup de nos confrères. Alors, on va changer de sujet. Et c'est un jeune médecin qui pose la question. Il dit, à propos de l'installation des jeunes que vous voulez faciliter, comment un jeune médecin pourra acheter le cabinet 2030 dont vous faites la promotion et qui m'enthousiasme s'il n'a pas de pécule? Alors, c'est une question qui est à la fois sur ce sujet de ce soir et sur le sujet que vous allez aborder dans 15 jours. Mais est-ce qu'on peut apporter une première réponse? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut rassurer ces jeunes confrères parce que c'est pas un problème de pécule, c'est un problème de modèle économique. Quand je vois, quand dans ma propre activité, j'ai été amené à m'associer, puis à élargir l'équipe, et donc il y a dans mon activité en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, mais nous faisons encore partie de ces comités où il y a un droit de présentation, ce qu'on appelle un droit de présentation de clientèle, autrement dit une vente, même si ce n'est pas comme ça que ça se passe, une vente de clientèle. Et bien entendu, quand un jeune médecin prend contact avec nous, il regarde un peu les chiffres, il dit « Attendez, moi, cette somme, je ne l'ai pas, etc. » Pas de souci, pas de problème, ne vous inquiétez pas, les banques vous prêteront. Les banques vous prêteront pourquoi? Parce qu'elles regardent ce qu'elles prêtent. En général, les prix se font sur 7 ans, dans ce cas-là, donc vous voyez que c'est des temps courts, avec des taux qui sont très bas aujourd'hui, profitez-en. Et elle sait très bien que ce remboursement, le niveau de revenu va vous permettre de payer sans problème. Et aujourd'hui, c'est un problème de modèle économique. Quand vous rentrez dans un cabinet 2030, tel qu'on en parlera dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, je parlerai de la rémunération, mais dans 15 jours, je parlerai du cabinet 2030, avec ce que ça veut dire en matière d'organisation, mais aussi de chiffre d'affaires, de charges et de revenus, vous vous rendez compte que le remboursement d'un rachat de cabinet dans ce cadre-là, ça sera très largement inclus dans les charges et ça vous laissera un revenu tout à fait confortable. Pas d'inquiétude. C'est plutôt bon signe quand il faut racheter un morceau d'entreprise médicale libérale. Ce qui est très mauvais signe, c'est quand on ne peut pas le racheter parce que ça ne vaut pas grand-chose. C'est bien contre ça qu'on veut lutter. Alors, complément de question, rassurez-moi, ça n'a rien à voir avec l'installation d'un pharmacien. Bien sûr, alors, attendez, l'installation d'un pharmacien, là aussi, je suis assez bien placé pour le savoir. Une pharmacie, le droit d'entrée peut se chiffrer à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire arriver à 1 million d'euros. Donc, vous voyez que c'est des sommes tout à fait considérables. Et les jeunes pharmaciens, ils s'en sortent, hein, mais c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que pendant des années, ils vont avoir en proportion des charges de remboursement très élevées et donc un revenu qui va être relativement limité. Donc, c'est vrai que c'est moins facile. Alors, ça dépend quelle pharmacie, évidemment. Et je suis sûr que mes amis pharmaciens se plairaient à démentir des chiffres trop élevés. Mais en général, les pharmacies, ça se vend quand même très, très bien. Et vous savez, dans certaines spécialités, je pense au plateau technique lourd, par exemple la radiologie, lorsque vous rentrez dans un cabinet de radiologie, vous avez des emprunts qui sont importants, mais qui sont légitimes parce que acheter un scanner, acheter une IRM, attendez, c'est des sommes qui sont considérables. Donc, ça veut dire qu'il y a des investissements. Et ce que vous rachetez quand vous rentrez dans un cabinet de radiologie, c'est bien ça.
c'est bien cette valeur entrepreneuriale que vous rachetez parce que vous avez des investissements lourds. Et ça explique que vous avez des gros emprunts, mais vous avez en regard des revenus avant remboursement qui sont relativement élevés, qui vous permettent très largement de rembourser votre emprunt professionnel, il n'y a pas de souci. Alors, une autre question d'un médecin en cumul emploi-retraite, justement sur le cabinet 2030. Avez-vous envisagé une place pour les médecins en cumul emploi-retraite dans la transmission du cabinet? Et si oui, comment? C'est le but. C'est le but. Alors, on en parlera là aussi dans 15 jours. Mais le but du cabinet 2030, c'est que ça soit une entreprise qui se vende, qui est une valeur monnayable. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais je le dis ce matin en conférence de presse, les clientèles, ça ne se vend plus, à part quelques rares cas autour de plateaux techniques lourds très particuliers. Mais sinon, une clientèle en médecine générale, ça se revend pratiquement plus. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Parce qu'il y a quelques années, la revente de clientèle, y compris en médecine générale, ça faisait partie du deal de la retraite. Et les médecins savaient qu'ils allaient revendre leur clientèle. Alors, bien sûr, les années glorieuses où on revendait sa clientèle une annuité du chiffre d'affaires en médecine générale, ça fait bien longtemps que c'est fini. Mais quand même, on arrivait à revendre une demi-annuité, trois quarts d'annuité, et puis après, progressivement, ça baissait. Maintenant, la plupart du temps, il n'y a pas de revente de clientèle, pour une raison très simple, c'est qu'on manque de médecins partout. Donc, voilà, ça, c'est un vrai problème. Et c'est contre ça que nous voulons lutter avec le concept du cabinet 2030. Je ne vais pas vous en parler ce soir, sinon, qu'est-ce que je dirai dans 15 jours? Je n'aurai plus rien à dire. Donc, vous saurez l'ensemble du détail dans 15 jours. En tout cas, Jean-Paul Ortiz, on vous attend sur ce sujet parce qu'il y a déjà d'autres questions. Les médecins Je ne généraux. répondrai pas ce soir. Oui, mais je vous les soumets à votre réflexion. Je m'excuse, mais je ne répondrai pas à vos questions là-dessus. Non, parce que sinon, il n'y a plus de raison de faire un webinaire dans 15 jours. Eh bien, écoutez, je m'excuse pour lui. Alors. Jean-Gabriel a posé une question, mais elle n'est pas très explicite. Quel est le meilleur choix? Il a 30 secondes pour améliorer sa question. Et après, non, ce sont des questions toujours sur le rachat de cabinet, sur le cabinet 2030. Donc, le sujet est clos pour ce soir. Je n'ai pas d'autres questions. Bien, ça fait déjà 1h15 que nous sommes ensemble. C'est bien, hein, bravo. Je vois qu'il y a beaucoup de participants, c'est très bien. Il y avait une question qui était à voir, mais en cas, Olivier Collin, je peux vous suggérer de prendre la question et on pourra faire une réponse par écrit s'il faut. Hein. Et ça, c'est tout à fait faisable. Je ne sais pas si techniquement c'est faisable. Si, c'est possible. Bon, bien à ce moment-là, je m'engage à faire une réponse par écrit, bien évidemment, si on peut avoir une question un peu plus précise, puisque vous avez l'air de dire qu'elle n'est pas complète. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est tout de mon côté, Jean-Paul Ortiz. Bien, mais merci Olivier Collin, merci à toutes et à tous. Et encore une fois, ravi de ce premier webinaire. J'espère avoir répondu à vos interrogations, à vos questions, avoir été clair dans les explications. Et je vous donne rendez-vous, même heure, même chaîne, mercredi prochain à 19h. Bonsoir et bonne soirée.